première grande partie sur l'idéal démocratique en France. Donc tout d'abord, première question. Selon vous, la Constitution protège-t-elle tous les résidents, français et étrangers, dans le but de garantir la liberté, l'égalité et toutes ces valeurs? Alors, moi, je vais vous donner mon avis en tant que citoyenne et professeure d'histoire géo et d'enseignement moral et civique. Moi, à mon sens, la Constitution, c'est pas son rôle. La Constitution, elle a pour intérêt de justement présenter quel est le rôle de chacune des institutions. Elle a pour intérêt aussi de évidemment nous expliquer quel est le cheminement par exemple de la loi, et ça peut être à la loi par exemple de garantir la protection des résidents, mais pas la Constitution. Je crois pas que ce soit c'est pas son rôle. Elle est au-dessus de la loi en France. Moi, c'est comment je le perçois. Oui, moi je dirais un peu la même chose que toi. Moi je rappelle simplement que la Constitution c'est le texte fondamental d'un pays, qui est le pilier de notre République, dans le sens où il organise les pouvoirs publics. Elle définit les caractères du pouvoir et de leur répartition, avec la séparation des pouvoirs, qui est propre à une constitution dans un régime parlementaire, un régime démocratique, séparation comme Montesquieu d'ailleurs l'avait annoncé, les Lumières, au XVIIIe siècle, entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Donc elle doit être un gage de garantie de la démocratie et du recours qu'ont les citoyens vis-à-vis éventuellement d'une envie de totalitarisme qui serait propre à une forme de pouvoir exécutif. Donc le citoyen doit pouvoir, dans une certaine mesure, modifier les institutions ou pouvoir les modifier pour éviter l'arbitraire. Ouais, et si je peux compléter... Donc, et en préambule d'ailleurs, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen définit les droits et libertés fondamentales des individus. Et d'ailleurs, c'est bien en préambule. Je veux dire, la Constitution se calque sur les grandes idées qui sont issues de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors après, protéger tous les résidents... Dans un sens, oui, parce qu'elle nous garantit quand même un État démocratique. Et ça, effectivement, avec des institutions qui sont bien rodées, chacun a un rôle bien précis qui est dicté par la Constitution. Et il me semble que peut-être dans ce sens-là, on pourrait se dire qu'elle a quand même pour but de nous protéger, en tout cas, dans l'idée de rester dans un État démocratique. Voilà, oui, et les étrangers, dans la manière, je dirais, enfin bien sûr, où ils peuvent bénéficier des droits équivalents à ceux des citoyens français, mais ils ne sont pas considérés forcément comme des citoyens français. On a des citoyens ou des ressortissants européens qui bénéficient des garanties européennes qui sont annoncées par la Convention européenne des droits de l'homme, d'ailleurs qui a une valeur juridique supérieure à notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On voit le problème avec la laïcité en ce moment, avec les questions du port du foulard, etc., tous ces éléments-là. D'ailleurs, relativement à la garantie des libertés et droits des individus, elle doit pouvoir assurer l'égalité des droits, cette Constitution. Et je crois qu'il y a un projet, non pas de révision, enfin de certains articles, visant, dans le cadre de la difficulté qu'on a vis-à-vis de l'application de la laïcité ou du véhicule de la laïcité par rapport à certaines minorités, c'est de permettre de bien mentionner l'égalité des hommes et des femmes. Alors là, protège-t-elle tous les résidents? Relativement, moi je dirais, hommes-femmes, peut-être pas complètement, parce qu'on voit de plus en plus des situations, pas d'ostracisme, mais vis-à-vis des femmes. Voilà, par rapport à cette question de l'intégrisme musulman, le port du foulard, etc., le fait de travailler ou pas, quelqu'un de sexe différent, pose actuellement certaines difficultés. Et je crois que la Constitution, enfin, certains éléments devraient être revus pour bien garantir cette égalité homme-femme. D'accord, merci. Dans un second temps, permet-elle à tout le monde d'accéder aux fonctions électives? Le suffrage universel est à la base, il me semble, de la Constitution. Je ne sais plus de quelle manière c'est annoncé. Séparation des pouvoirs, le suffrage universel qui désigne, enfin pour la Ve République, un président qui assume l'exécutif, qui désigne lui-même très vite un Premier ministre qui est chargé de former un gouvernement en accord avec le président, et ensuite le suffrage universel, donc, en lien avec la Déclaration des droits de l'homme, enfin son électeur, etc. Les nationaux alors on en revient à la question de la nationalité, la citoyenneté française, bon il y a la question de la citoyenneté européenne, mais qui ne relève pas de la Constitution française. Mais oui, elle ne permet pas, par exemple, à des citoyens d'une nationalité qui n'est pas française d'accéder aux fonctions électives. La Constitution, le traité de Maastricht, oui, le permet pour aux élections, les élections européennes ou les élections municipales pour les ressortissants de l'UE, mais la Constitution française, elle ne permet pas, par exemple, à des étrangers d'accéder aux fonctions électives. Pas la Constitution française. Le traité de Maastricht, oui. Est-ce que ça relève d'elle? Non.
C'est supranational. Mais du coup, est-ce que des personnes remplissant tous les critères pourront être élues? Est-ce que dans la réalité, vraiment tout le monde peut devenir président de la République? Est-ce que tout le monde aujourd'hui d'abord ose le faire? Oui. C'est la première chose. Alors il y a l'idée aussi de recueillir les signatures par exemple, pour par exemple pouvoir se présenter au présidentiel. Il y avait des critères, des conditions qui sont aussi imposées, mais la Constitution elle interdit à personne de se présenter à des élections. Enfin, on est bien d'accord. Ressortissant français. Oui, mais que tu es français et que tu as l'âge et que tu es un citoyen français, etc. Mais il n'y a rien dans la Constitution qui interdit à Hugo Deloche, quand il aura, je sais pas, il y a un âge minimum pour les présidentielles. Oui, après, il y a des conditions auxquelles il faut obéir. Mais après, il faut être assez courageux. Voilà, c'est ça. Mais là, ça relève pas du droit. Il y en a avoir quelque part la capacité, le désir et la motivation aussi. Et puis, comme tu dis, après, pouvoir rallier l'appui de personnes, enfin c'est nécessaire. Voilà. Le soutien. Mais pourquoi toi tu penses que... Je pensais au niveau de, par exemple, pour des gens qui interviennent d'un point de vue exécutif, qui sortent par exemple, on dit souvent qu'ils sortent tous du même moule. Oui, d'accord. Oui, qui sortent des grandes écoles. Voilà. C'est à ça que tu pensais. Mais ça c'est vrai, on est bien d'accord. Des gens qui viennent de la société civile. Mais pas uniquement, il y en a, on voit bien. Oui, parce qu'ils ils disposent d'une formation qui est sans doute très complète. De qualité aussi, ils connaissent aussi les rouages de l'administration, enfin, de la fonction publique, des institutions, enfin, leur fonctionnement de manière détaillée, etc. Mais autrement, il y a plein de... Enfin, l'histoire le montre, il y a plein de personnes qui sont issues de la société civile. Qui sont issues de la société civile, ces diverses composantes, et qui ont atteint les plus hauts degrés des fonctions électives ensuite. Oui, même par exemple, au niveau lever des fonds, quand on est un citoyen lambda, qu'on veut se présenter président, ou même recueillir rien que les signatures des simples maires. C'est compliqué. C'est déjà plus compliqué que quand on a des relations, quand on a de l'argent, etc. Oui, mais je dirais c'est quand même un petit peu un citoyen lambda qui n'a pas eu de fonction élective importante après et qui voudrait se présenter, c'est un petit peu... Il y a que Trump, je dirais pas osé. Il n'y a que Trump qui peut le faire. Oui, mais lui, il dispose d'autres types de pouvoirs. Il avait des réseaux. Il n'avait pas un réseau de l'appui d'autres types de pouvoirs économiques. Oui, voilà. Effectivement, il y a l'effet de dire d'avoir un réseau, mais c'est pas la Constitution qui t'interdira de le faire en tout cas. Non. Voilà. Troisième question, la Constitution représente-t-elle encore vraiment les valeurs de la France? Les valeurs, ce sont celles qui sont propres à un système démocratique. Enfin, la tradition française est celle d'une démocratie. La séparation des pouvoirs. Oui, la séparation des pouvoirs. Je dirais, les droits et libertés des Français sont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme, et je crois que les Français, ces valeurs-là, ils les soutiennent. Maintenant, dans le cadre de la situation particulière due à l'actualité, malheureusement, qui a meurtri la France, récemment, plusieurs attentats, c'est vrai qu'une part des Français sont prêts à abandonner une partie de leur liberté au profit d'une plus grande sécurité. Alors, les mesures qui ont été prises d'état d'urgence vont dans ce sens-là. Mais là, il faut que les citoyens soient extrêmement vigilants quant à l'équilibre qu'il faut maintenir entre liberté et sûreté. Et à la fois, dans la Déclaration des droits de l'homme, les deux apparaissent, la liberté, mais aussi la sûreté, qui est un droit naturel, imprescriptible, et que c'est aussi le rôle de l'État de garantir la sécurité des Français. Oui, mais pas uniquement la sécurité. La sûreté, c'est quoi? C'est la possibilité que l'on a de pouvoir lutter contre toute forme d'arbitraire et qui proviendrait de l'État. C'est ça la sûreté. Par exemple, Alors, trop de sûreté au détriment des libertés peut amener à la mise en place d'une forme de régime autoritaire arbitraire. Et là, attention, là, la prise de risque est énorme. On l'a vu au cours de l'histoire. L'histoire marquée, c'est de l'Allemagne, 1933. On sait ce que ça donnait. Un régime qui a été élu démocratiquement et qui a tout de suite utilisé une mesure d'état d'urgence et qui a ensuite utilisé de divers moyens pour faire tomber le système démocratique en place, qui a renforcé toutes les mesures, et en 6 mois, les Allemands ont perdu toute leur liberté. Il suffit d'aller devant le Reichstag, on voit encore les stèles, en pierre, là, sur lesquelles sont marqués les noms des députés qui ont été très vite déportés, qui ont tous disparu, parce que ils représentaient encore un gage de démocratie face à un système arbitraire qui a limité très rapidement toutes les formes de liberté. Et ça a été la même chose lorsque Pétain il a modifié la Constitution à la tête de la Révolution nationale, en France. Ça a été exactement la même chose, effectivement.
par modification de la Constitution, ce qui pouvait paraître absolument démocratique, mais sans référendum, hop. Donc quelles sont les valeurs que soutiennent vraiment les Français, qui sont celles qui momentanément leur semblent les plus importantes? Elle représente la liberté. Moi je pense que quand même elle représente on peut le souhaiter. l'idéal de démocratie. Je pense qu'il est quand même bien... On peut souhaiter aussi que les leçons de l'histoire reviennent en mémoire pour éviter que le malheur arrive à nouveau. Donc voilà, il faut faire attention entre trop de sûreté pour tuer la liberté. Ouais. Effectivement. Enfin, pour terminer cette première partie, selon vous, la Constitution garantit une organisation politique pleinement démocratique et peut-on faire mieux? Et si oui, comment? Alors moi, je vais dire quelques mots. Ouais. Certains aimeraient bien, je crois que c'est M. Mélenchon et d'autres, le passage à une 6e République, donc avec une modification des articles de la Constitution. Peut-être, alors ça semble vouloir porter un message de rénovation, mais est-ce le moment? Pourquoi? Parce que les enjeux sont risqués. Là, la situation, je dirais, internationale est assez instable, troublée. La situation intérieure avec les attentats, avec l'exacerbation du droit à la différence qui se manifeste sous diverses formes, la remise en cause de la laïcité, parfois de l'égalité homme-femme. Est-ce le moment de changer en profondeur un texte qui est à la base de nos droits et libertés, qui façonne les institutions, qui façonne la manière de vivre la politique dans un pays? C'est une prise de risque supplémentaire. Et enfin, moi je ne pense pas, je ne suis pas le seul, d'ailleurs, de mon avis, il vient aussi de celui, bien sûr, d'analystes, qui pensent que ce n'est pas le moment. Moi, je te rejoins dans le sens où la Constitution, elle a quand même fait ses preuves. On est quand même sous la 5e République, c'est la période de la République qui a duré quand même le plus longtemps depuis qu'on était en termes de République. Elle a été modifiée, ça c'est clair, je crois qu'elle a été modifiée plus d'une vingtaine de fois. Ouais, mais finalement, on s'est quand même rendu compte qu'elle a fait quand même passer un certain nombre d'épreuves et que finalement... la démocratie, elle était encore bel et bien ici. Et puis l'avantage de la Constitution de la 5e République, c'est qu'on regarde l'histoire qu'a connue notre République, la 5e Constitution, donc elle a été modifiée déjà en profondeur à plusieurs reprises, et je crois, moi je ne suis pas un spécialiste, mais c'est simplement d'après ce que j'ai lu, c'est qu'elle assure un équilibre assez intéressant au niveau de l'expression des libertés individuelles, des libertés sociales, des libertés à tous les niveaux, collectives, etc. Parce qu'elle a connu des modifications sous la 3e République, je crois au niveau des libertés collectives qui ont été plus affirmées, et ensuite sous la 4e au niveau des droits sociaux ou l'inverse. Enfin, oui, c'est voilà. Les droits sociaux, c'est assez clair. Et donc ça semble un compromis quand même globalement plutôt intéressant. Mais pour revenir, quand vous parlez justement qu'elle a fait ses preuves, qu'elle date de 1958, ça fait quand même assez longtemps. Ouais. Il y a des gens, les gens qu'on a interviewés avant, pensent qu'elle est presque trop vieille en fait, et c'est tout le contexte qu'elle est plus adaptée. Ouais. Mais à quel niveau? Il y avait besoin d'un exécutif très fort en Algérie pour pouvoir contrôler la sécurité. C'est sûr. Et maintenant, beaucoup de gens pensent que le pouvoir législatif est bien trop faible par rapport au pouvoir exécutif. Alors, notamment par rapport au 49.3, l'ordre du jour, etc. Je ne l'ai pas dit tout de suite, mais peut-on faire mieux comment? J'ai vu la question. S'il y a un truc que je modifierais, c'était le 49.3. C'était le seul article qui est devenu très connu, que moi je ne connaissais pas, mais cette idée, effectivement, ce qui me dérange, c'est que le gouvernement puisse passer en force et barrer le rôle du législatif. Ça, c'est clair que s'il y a un truc que moi je me permettrais d'enlever dans la Constitution, s'il y a une Assemblée nationale qui est élue et s'il y a un Sénat qui est élu, c'est parce qu'ils ont un rôle. Et moi, je crois que passer en force, à mon sens, c'est pas la bonne solution. D'ailleurs, ils l'ont même pas utilisé, ce 49.3. Ils l'ont pas utilisé pour Macron. Il voulait le faire passer, Et moi, cet article-là, qu'est-ce que je modifierais? Celui-ci. Moi, je le ferais sauter, parce que ça, c'est clair que le rôle du législatif, il est complètement amoindri. Ça, c'est sûr. Donc, on peut enlever ça et on pourrait penser que ça peut être un peu plus équilibré. Oui, mettre quoi à la place? Non, mais pas forcément mettre des choses. Je veux dire, ils ont déjà la motion de censure. Voilà, on peut quand même avoir un certain contrôle de la part de l'Assemblée sur le gouvernement. Le gouvernement, il peut aussi leur demander la confiance de l'Assemblée législative. Donc, effectivement, pour que ce soit vraiment équitable, il ne faudrait pas qu'il y ait cet article dans lequel le pouvoir exécutif peut l'emporter sur le législatif. Moi, c'est le seul aspect qui... Peut-être plus limiter cette possibilité de recourir, de manière plus mesurée. De manière plus mesurée, ou alors à ce moment-là, plutôt que d'imposer, s'il y avait un dilemme entre l'exécutif et le législatif, pourquoi pas recourir au référendum? Ou un arbitrage. Un arbitrage par la souveraineté nationale, pourquoi pas recourir au référendum? Finalement, s'il y avait...
trouver d'autres moyens que imposer par la force. Blocage, ouais, parce que là c'est blocage, on n'arrête plus, là, la navette parlementaire ça fonctionne plus. Enfin oui, pourquoi pas, à la limite, à ce moment-là, faire un référendum. Et à la fois, si on avait posé la question aux Français à ce moment-là, la loi serait certainement pas passée, quoi. C'est clair, hein. Ils l'ont pas fait passer non plus, mais si on avait posé la question, enfin j'en sais rien, moi, c'est comme ça que je conçois. On peut aussi aborder la question de la proportionnelle à l'Assemblée, par exemple. Aujourd'hui, voir que c'est une élection à majorité absolue, ce qui est assez aberrant. Enfin, quoi qu'on en pense, par exemple, le FN, qui aux dernières élections représente à peu près 25% des électeurs. Ils ont 3 sièges sur 577 à l'Assemblée nationale. Et même si on n'est pas forcément du même parti politique, c'est quand même assez grave. Quoi. Ah oui, sur le pluralisme des partis, effectivement, ils sont représentés, mais pas à hauteur des voix qu'ils ont obtenues. Donc, du coup, le législatif n'est plus représentatif de la population française, alors que c'est son but de départ. Donc, c'était l'idée. Oui, mais le problème après, c'est l'instabilité politique. S'il y a une représentation qui est proportionnelle, il n'y a jamais de majorité. Là, je crois que c'est sous la Troisième République, il y a eu ce régime d'instabilité, ou le 4e, je ne sais plus, maximum, quoi, qui était d'une représentation. C'est la 4e République. Mais on n'arrive jamais à nouer d'accord, et ça donne, donc il y a des changements de gouvernement et ça ne marche pas bien aussi. Ouais. Moi, il y a encore un élément, ce que je trouve intéressant, comme dans notre système avec la Constitution actuelle, et relativement à la situation un peu particulière que l'on vit, c'est le fait qu'on voit l'application de l'état d'urgence traduit par des mesures assez coercitives, difficiles, une limitation de nos libertés, mais parallèlement, le pouvoir en place, il laisse quand même une marge de manœuvre. Alors, il est critiqué, je pense, par rapport à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu des mesures, le Conseil d'État, je crois, statué, il faut évacuer, la ZAD, ça doit être terminé, etc. Mais il laisse toujours à l'opposition, dans un contexte qui est quand même un peu particulier, où il y a une majorité, c'est vrai, de gens pour le projet, mais il laisse toujours à l'opposition la possibilité de s'exprimer, etc. Il semble un petit peu traîner, n'est-ce pas, pour peut-être faire contrepartie à ces mesures d'urgence qui limitent nos libertés et qui sont très coercitives et qui vont à l'encontre un peu de la notion de démocratie. On peut maintenant passer à la deuxième partie, qui s'appelle « Comment écrivez-vous cette nouvelle constitution si vous devez l'écrire ?» Donc déjà, qu'est-ce que vous modifieriez dans cette constitution? C'est-à-dire supprimer des articles, en ajouter ou en modifier? Alors je reviens, je peux redire, sur le pouvoir législatif, moi la partie, troisième partie de l'article 49 qui effectivement dit que le pouvoir exécutif peut passer en force pour faire passer une loi et finalement supprimer toute importance et tout rôle à l'Assemblée et au Sénat. Pour moi, c'est effectivement un article qui pourrait être supprimé ou amélioré. Effectivement, si on trouve un arbitrage. Alors, est-ce que l'arbitrage doit venir de la population? Est-ce que l'arbitrage va venir, ça risque d'être compliqué quand même. Est-ce que l'arbitrage, il peut venir, je sais pas, du Conseil constitutionnel? J'ai pas la solution. Mais il faudrait pouvoir le modifier, cet article-là. Moi, il m'a dérangé un peu. De la même manière, c'est vrai, peut-être limiter la possibilité de recourir à cet article. Moi, je pense qu'il serait utile de modifier, c'est dans le cadre de l'inscription de la France dans l'Union européenne, c'est la suprématie de la Constitution européenne par rapport à la nôtre. On doit se mettre en conformité, me semble-t-il. Et c'est relativement à la situation particulière que l'on vit, à nouveau, par rapport à cette question de laïcité, tenir plus compte de la tradition historique de la France. La manifestation de pas du sentiment religieux, du sentiment religieux dans l'espace public. Après les lois de séparation de l'État de l'Église, donc du début du 19e siècle, du début du 20e siècle, cette manifestation était très douce, et à nouveau on la voit ressurgir sous diverses formes, etc., le port du voile, de manière assez forte. Et c'est vrai que la Convention européenne des droits de l'homme stipule que toute personne peut, dans le cadre de l'expression de sa religion, le faire aussi dans l'espace public. Cela va-t-il avec la tradition française? Voilà. Donc modifier, dire qu'en fonction de cette tradition française, pouvoir modifier certains éléments au niveau de l'application de la laïcité pour que celle-ci puisse plus respecter la tradition. Donc du coup une certaine rupture entre un texte plutôt suprême et des textes propres à chaque... Voilà, l'appliquer en fonction, un petit peu tenir compte de l'histoire, des particularités. Je crois, il me semble que le sentiment de la plupart des Français va dans ce sens-là. Et à la fois les Français, pourquoi ils ont refusé de signer la Constitution
Constitution européenne, c'est parce qu'ils ont voulu... quand Non, il y mais a eu attends. le projet Ouais. Constitution européenne, il y a eu bien quand même une volonté des Français de garder Mais uniquement. la suprématie Pourquoi? de la Constitution Mais française. il y avait tout, une constitution, c'est comme un texte, surtout C'est celle un projet, européenne. oui, qui C'est un proposait- projet, mais un projet avec une dominante économique Mmh, extrêmement oui, marquée. force, ouais. Et ils ne voulaient pas de la, pardon, pardon, de la suprématie de l'économique Ouais. sur le reste. Ils étaient, les Ouais, Français, c'est ça plus qui pour était une Europe sociale, Sociale. une Europe politique, une Europe Ce qui apparaissait de pas la dans le citoyenneté européenne, mais pas d'une Europe de la suprématie économique. Et en filigrane, il était marqué qu'on devait aller vers une forme de marchandisation de plus en plus marquée des services publics en particulier. Et ça, oui, ça avait été rejeté aussi, en masse. ça a été rejeté en partie Ouais. par la population. par la population. Donc ensuite, selon vous, qui devrait être à l'origine de cette écriture? Est-ce que c'est plutôt la classe politique, des spécialistes ou le peuple ensemble? Moi, à mon sens, quand même, ça reste quand même un texte qui précise le fonctionnement de nos institutions et ça peut quand même que émaner de gens dont c'est le boulot. Alors effectivement, la classe politique elle a un rôle qui est fondamental. Après, que la population elle soit consultée par la voie du référendum, moi je trouve vraiment que c'est une bonne chose. Mais il faut que ce soit sur des points qui soient très précis. T'es pas d'accord avec moi? Que ce soit sur des points qui soient très précis. Mais je suis pas sûre que ce soit à nous de... Alors, on est bien d'accord, la population elle est souveraine, le peuple il est souverain, mais je ne suis pas sûre que ce soit notre rôle d'écrire cette constitution. Oui, C'est mon point de oui, vue, mais- oui. C'est des Peut-être- choses compliquées. Voilà, Oui, enfin- l'idée serait peut-être un peu comme l'a fait Ça paraît le quand même président technique. Chirac par rapport à la conscription. Fallait-il poursuivre Ouais. ou pas la conscription? Ce serait de consulter peut-être la population et puis ensuite, en fonction de tous ces avis, les faire remonter par leurs représentants, les députés. Enfin, Mhm. voilà, l'autre moyen. Parce que le référendum, le problème du référendum, c'est qu'on ne peut pas poser une question très large. Oui, oui, Donc ah oui, après, d'accord, ça c'est la limite question beaucoup fermée. la Alors on devrait portée. dire par consultation de la population, Voilà. peut-être plus largement, que le Mais référendum oui, avec la l'idée du question fermée. référendum peut être intéressant, mais C'était trop malheureusement, fermé. voilà, c'est souvent trop fermé. Mhm. Donc pour l'accepter, est-ce que vous pensez que c'est plutôt justement un vote du Parlement ou plus un référendum? Qu'elle devrait être acceptée par... Moi, je pense que ce serait plutôt du ressort d'un vote des parlementaires. Ouais, moi aussi, surtout si à l'origine on consulte la population, etc. Il faut quand même que ce soit vu par les hommes de loi. Et effectivement, le pouvoir législatif il a quand même un rôle important ici pour la valider. À la fois, ces gens-là ils sont quand même élus aussi par la population. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils sont aussi là pour nous représenter. Donc voilà, il ne faut pas supprimer tous les maillons. Enfin, tous ces maillons-là qui justement font partie de notre constitution, on ne peut pas non plus les faire sauter sous prétexte que la population est souveraine et qu'il faudrait laisser 66 millions de Français décider de tout. Enfin, Uniquement pour cette constitution, c'est-à-dire une fois qu'elle est écrite, la faire valider, il n'y a pas pour toutes les lois, mais Ouais, uniquement pour la la faire. constitution. Enfin, il y a quand même, enfin, je pense qu'écrire une constitution, ça doit quand même demander un travail qui doit être juste énorme et que, voilà, être prêt à laisser, c'est ce qui s'est passé pour l'Union Européenne à la fois. Hein. Ils ont monté le projet et voilà, il est tombé à l'eau parce que voilà, la population avait dit non. Moi, je pense que le législatif a quand même un rôle important ici. Ouais, le pouvoir législatif a un rôle important, plus que le... Et puis, oui, c'est un texte tellement fondamental que je dirais permettre au peuple de s'exprimer sur ses grandes orientations. En plus, c'est un texte qui évolue en fonction de l'histoire d'une société. Notre société est en pleine mutation, donc je crois que c'est très bien de pouvoir associer la population pour que ensuite les représentants du peuple puissent faire remonter toutes les nuances qui seraient issues de cette consultation, quoi, parce que ça pourrait donner... notre société s'inscrit non seulement dans un cadre national, mais dans un cadre européen, et de plus en plus dans un cadre mondial. Et voilà, faire le choix d'une nouvelle constitution, eh bien, c'est quand même faire un choix de société sur le long terme aussi. Donc il faut que ça soit bien pensé et réfléchi.